est-ce que vous-même, vous avez quelque part vécu ce Alors, souci? moi j'ai vécu dans une situation complètement différente. J'ai quitté la France dans les années 80. C'est-à-dire, c'était une période où la gauche est arrivée au pouvoir en 81. Et en même temps que la gauche est arrivée au pouvoir, on a assisté à la montée du Front National, qui à l'époque était un parti qui était en train de se développer et de naître, qui est devenu le parti qu'on sait aujourd'hui, qui est en train de prendre quasiment la place du deuxième parti, voire du premier parti de France, qui est assez préoccupant. Et déjà dans les années 80, il y a eu une montée du racisme absolument incroyable. Bon, ce n'était pas un phénomène nouveau, puisque dans les années 70, en 1973 en particulier, peut-être certains s'en souviennent encore, il y avait eu toute une vague d'assassinats racistes qui ciblaient plus particulièrement les Algériens, avec notamment l'attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille. Et donc un climat d'extrême violence, un climat d'intolérance vis-à-vis des populations immigrées, l'éruption dans cet espace-là de ce qu'on a appelé la marche pour les beurs, hein, qui était l'expression justement de cette jeunesse qui voulait avoir une pleine citoyenneté, qui voulait être reconnue en tant que telle. Et moi, je pense que j'ai eu un parcours un peu atypique. Enfin, je ne suis pas la seule, mais on n'était pas dans cette pensée dominante. La pensée dominante à ce moment-là dans l'immigration, c'était on veut être reconnu comme des citoyens français. Et on était un certain nombre à dire on ne se reconnaît pas non plus dans ce mouvement et on n'a pas envie de la citoyenneté française, en fait. C'était peut-être une Vous avez envie d'être vous-même, un peu orgueilleuse de s'affirmer. Mais c'est vrai que c'était un peu comme ça que c'était perçu. Bon, moi, je fais partie d'une génération née un peu avant l'indépendance et qui a été élevée, c'est ce que je vous avais dit, dans le mythe du retour au pays. Bon, c'est quelque chose qui a fait partie de mon univers et avec lequel j'ai grandi. Oui, vous êtes originaire de Mazouna, une région connue aussi par... C'était un terreau aussi de personnalités lettrées, intellectuelles de la région de Mazouna. Et vous me disiez qu'avant, j'allais directement au bled. Et puis en venant seule, j'ai découvert l'Algérie, j'ai découvert Alger et je me suis retrouvée pleinement. C'est vrai que le premier contact que j'ai eu avec l'Algérie, c'était par le biais des vacances, quand on venait en famille. Et là, bon, Mazouna, surtout à l'époque, pour nous, c'était un village. Bon, on allait voir la famille, ça avait de bons côtés, mais c'était quand même, voilà, c'était un lieu assez conservateur, une société très conservatrice. Dans laquelle on pouvait puiser des choses pour construire notre identité, parce qu'on en avait besoin. Mais en même temps, c'était une Algérie qui n'était qu'une partie, qu'une facette de cette Algérie plurielle, cosmopolite, j'allais dire, que j'ai pu découvrir par la suite dans les années 80. Bon, je suis venue en fait... La première fois que je suis venue dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de vous installer, de venir, de vous retrouver? J'ai d'abord participé à des campagnes de volontariat pour la révolution agraire. Ah, ben voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver ici, hein, n'est-ce pas, dans notre public? Oui, j'imagine. C'est un rapport militant que j'ai eu avec l'Algérie. Et ça a été une école extraordinaire, en fait. Bon, voilà, ça m'a permis de découvrir une autre Algérie que je ne connaissais pas du tout. Bon, Alger, bien sûr, la capitale, mais aussi la région de Djelfa, où j'ai participé à cette fameuse campagne de volontariat. Voilà, j'ai découvert un monde que j'ignorais complètement. Et une Algérie, surtout. Une Algérie avec une Algérie plurielle, surtout à l'époque, avec cette espèce d'élan qui portait toute la population vers un espoir, vers l'espoir d'une société et dans laquelle chacun pourrait s'épanouir. Bon, très bien. C'est l'exaltation de la jeunesse. Voilà, ben écoutez, on va prendre justement un appel de Paris. Nous avons, bonsoir, nous avons Soraya. Allô? Oui, bonsoir madame. C'est pas Soraya, c'est sa maman, c'est Nassera. Ah, bonsoir Nassera, comment allez-vous? Bonsoir, ça va, et vous? Sahar Mdanek. Sahar Mdankom ou Sahar Ftorkom, quel beau plateau. Merci madame, merci.
Merci. Voilà, alors, nous sommes avec nos invités, Vanessa. En tous les cas, vous nous gâtez, Linda. C'est vraiment un beau plateau. Et dans votre plateau, il y a 3 personnes que je connais très très bien. Notamment notre chère Mère Teresa, Vanessa. Oui. Voilà, donc nous, on la considère comme notre Mère Teresa ici. Parce que vraiment, elle est à l'écoute. Scientifiquement, je peux même la comparer à un psychologue. Parce que tous les soirs, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute des personnes qui sont désespérées, qui ont des questions et franchement, elle traite tous les sujets sans tabou et je suis vraiment fière d'elle. Vraiment, elle illumine toutes les soirées de Beurre FM. Tout ce que je peux lui dire, même nous, les associations, sans Beurre FM, sans Vanessa, on n'est rien du tout. Elle nous a aidés beaucoup pour les malades et on a partagé des choses très douloureuses avec Vanessa qui se rappelle, surtout pendant la période du Ramadan où je tiens à lui dire courage et puis Allah yarham les gens qui nous ont quittés dans cette période-là, des gens très proches à nous et des gens très proches à Vanessa. C'est une femme merveilleuse et courageuse. Et j'ai vu qu'il y avait Mourad aussi qui est là. Oui. Mourad, que je salue. Sans Mourad, il n'y a pas de Chabia. Oui, je te salue, je t'embrasse et je te dis Sahar Mdanek. Et Mourad, et puis vous allez voir, hein, Madame Boudrich. Ma chérie, c'est grâce à toi que j'ai commencé l'humanitaire. Mes premiers pas, je les ai faits avec toi. C'est une femme, une humaniste aussi. Oui. Salama, on a commencé très tôt. Voilà, Hassina. Et franchement, vous invitez là. Et puis, n'oubliez pas que ma fille s'est installée en Algérie depuis peu. Hein. Oui, oui, je sais, nous savons. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. En tout cas, merci. Ma fille s'est installée en Algérie depuis peu et quand j'écoute... Oui. Oui, alors, on ne vous entend pas très bien. Très bien adapté, alhamdoulilah. Eh bien, tant mieux, tant mieux. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Madame Boudrich. Et à très bientôt. Et puis, félicitations pour tout ce que vous faites, vous aussi. Hein. Vous faites beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. Alors, puisque notre amie Keltoum nous parlait un peu d'elle, de sa vie, et puis comment elle a découvert l'Algérie seule, c'est-à-dire sans les parents, sans ses sorties, donc ses déplacements quand on vient, parce que par moments c'est toujours le même rituel qu'on fait, mais quand on va découvrir soi-même, j'ai eu comme ça des témoignages de filles, entre guillemets, d'immigrés, des franco-algériennes qui, quand elles découvrent Alger, la capitale, ou d'autres, Oran, Constantine, elles invitent leurs parents à venir avec elles pour leur dire, voilà, c'est ça l'Algérie, c'est ça l'Algérie, ce n'est pas uniquement notre petit village, mais c'est ça, on est comme dans n'importe quel autre pays, donc c'est aussi ça qui fait que ce que vous nous dites est vraiment très très intéressant. Alors on va passer là maintenant à un reportage de notre collègue Semia Bouarour qui va nous faire découvrir justement des endroits, c'est au niveau de la pêcherie d'Alger. Vous connaissez un peu la pêcherie d'Alger? Voilà, donc c'est un quartier mythique hein, de la capitale. On a beaucoup tourné le dos à la mer pendant des années, mais là, il y a d'excellentes initiatives de notre État, de notre gouvernement, à aller donc se profiter au maximum de la côte, notamment algéroise et toute la côte algérienne, et en faire des activités culturelles. Vous avez la Sablette, qui est un endroit féerique. Vous avez maintenant le carrefour des artistes qui se trouve au niveau de la pêcherie. Vous avez les plages au niveau de Bab el-Oued également, où pendant le mois de Ramadan, les gens vivent, la rupture du jeûne se fait sur la plage. Donc voilà, la capitale se réapproprie ces plages. On va tout de suite suivre le reportage de Semia Bouarour autour du carrefour des artistes de la pêcherie. Baptisé Carrefour des artistes ou Tahtaha, une appellation à l'ancienne, cet espace culturel abritera des soirées musicales tout au long du mois sacré de Ramadan. Un programme riche organisé par l'établissement Agriculture. Et la première soirée de ce mois sacré Ramadan, elle est animée par l'artiste Morad Jaafri. Il va y avoir d'autres artistes à partir de ce soir, le 3 juillet, jusqu'au 25 de ce mois, chaque soir, y compris des voix féminines qui vont se produire sur cette belle esplanade. Il y a des familles surtout qui souhaitent avoir cette opportunité et cette ambiance conviviale et familiale. Et cet effet, l'établissement a pensé à ces gens et on invite à cette occasion toutes les familles à venir en force.
Un rendez-vous quotidien à partir de 23h pour les passionnés de la musique populaire chabi, andalouse et autres, dans un cadre agréable en plein air, au bonheur du public avec un accès gratuit. حنا نايضين على الشعبي ونايضين على هاد القصرات هادوما والسهرات هادوما يصنوا فيه ماشي غير ان طري كرون بليزير داسيستي ا دي سواري هكذايا. حنا رانا في باب الجزيره كما يقولوا زمان، باب من البيبان القصبه، وحنا والفنا هاد العوامل الاخرين اللي كانوا بزاف يعني الفضات للتعبير للفنانين والفضات دو كونفيفياليتي بور لي سيتويان. Ce qui fait, l'année dernière, il y avait un manque pour nous qui étant habitués. On a fait Bablouadou في القصبة، من كانوا أمكان وين نقعدوا ونتلاقاو والناس أي تطلب. حنا on était au contact avec ces gens-là ويطلبوا باش يجيو يتلاقاو. هذايا pour nous c'est vraiment une très belle occasion, c'est un très bel endroit. Est-ce que vous avez des membres de votre famille ou là, des amis à l'étranger auxquels vous voulez passer un salam? كاع احبابنا وخاوتنا واللي يعرفونا في الغربه وكذايا، منهم خاوتنا منهم احبابنا منهم جيراننا منهم كاع نقول لهم صحه رمضانكم. عندي حبيبي في دنكرك واسمه عباس، في دنكرك واسمه عباس، نبلغ له السلام وصحه رمضان ولا يسمع فيا يتصل بنا. On passe le bonjour, on a toute ma tante, mes frères, mes cousins, toute la famille qu'on a, mais surtout ceux qu'on oublie. parce que اللي نتكلموا معاهم ونبشروا لهم وندعوا لهم بالخير ونهضروا معاهم ريغوليرمون، ملي ننساوهم بالك انا نسيناهم احبابنا هذوك اللي يشوفونا ان شاء الله نقول لهم رمضان مبروك بالصحه والهنا، وكاع الناس اللي في الغربه وكاع المسلمين ان شاء الله. Cette esplanade qui se donne sur le port d'Alger est dotée d'une cafétéria. Toutes les mesures de sécurité sont prises pour que ces soirées se passent dans les meilleures conditions. Quoi de plus beau que de siroter un bon thé dans cette ambiance conviviale et très particulière. Ça fait plaisir de voir des endroits comme ça, parce que la population d'Alger a besoin des espaces là. كانوا القعدات الله يبارك منا هكذا لي صواري. احنا عندنا 4 سنين كنا في القهوة الباجة ولا جيتوا لتماك كنا نديروا القعدات هذوما، وكنا نهار يغني الشونتور نجيبوا لي شونتور ونتلاقاو الحباب صحاب جاونا من باري من اسبانيا من طاليان من الانجليز. سنة ندروا كيما قلتي بوان دو روبير نتلاقاو الله يبارك هكذايا ونديروا السهرات ونجيبوا معنا الكاوكاو البيستاش شوية بقلاوة خطايف ونعمروا الطابلة الله الله شوية ياسمين هكذايا ونجوزوا السهرات. Ces cadettes authentiques à ciel ouvert du vieil Alger ou Dzaïr l'Qdima contribueront à faire revivre ce patrimoine culturel ancestral qu'est le chant populaire. Voilà, donc un espace qui vient d'ouvrir, à encourager bien sûr pendant ce mois de Ramadan, des sorties, beaucoup de sorties, notamment au niveau de la capitale, mais vous allez voir que c'est à travers pratiquement tout le territoire national, puisque c'est aussi les vacances d'été, donc les enfants sont en vacances, les gens profitent au maximum des sorties, des déplacements, et c'est une très bonne chose. Alors on revient à vous, Keltoum, et à votre livre, donc Les Mimosas de décembre. Il s'agit de quoi exactement ? C'est un récit, témoignage un petit peu de mon parcours justement et de mon rapport avec l'Algérie en fait. C'était essentiellement pour parler de ça que j'ai écrit ce livre. Pour vous, c'est une histoire d'amour qui... je ne sais pas si c'est une histoire d'amour, c'est un rapport en tout cas avec l'Algérie qui est très fort et c'est pour ça que cette émission, Touhacht Bladi, elle est très évocatrice pour moi.
Ça fait partie de ma vie en fait, et même si maintenant je suis installée en France probablement pour quelques années encore, j'ai quand même besoin d'avoir ce contact permanent avec l'Algérie, donc je viens assez souvent, au moins 2 fois par an ici. Et en fait, j'essaye d'avoir une activité ici aussi en Algérie à travers la presse avec laquelle je collabore de temps en temps, et à travers voilà, d'autres activités que j'ai l'occasion de mener, comme des ateliers d'écriture par exemple. Voilà, j'ai besoin d'avoir un rapport autre que simplement touristique, de vacances. Ce besoin, en fait, j'ai dit ce besoin, j'ai l'impression que c'est un besoin aussi. Oui, c'est un besoin, oui. Un équilibre. Une nécessité. Par rapport à ce que vous vivez en France? Oui, par rapport à ce que je vis en France, puisque bon, je parlais tout à l'heure de cette période des années 80 avec ce racisme important. Bon, par cycle, c'est des choses qui se répètent de nouveau. Et bon, aujourd'hui, je crois qu'on peut se dire qu'on est plus de 50 ans après l'indépendance, beaucoup d'eau a passé sous les ponts, et pourtant on est confronté, quand je dis on, je parle de la communauté en général, pas moi en particulier, mais c'est vrai qu'à travers la communauté algérienne, on perçoit parfaitement que le racisme, maintenant on parle d'islamophobie, c'est-à-dire une nouvelle forme de racisme un peu plus décontractée, voilà, qui s'exprime de manière ouverte, que ce soit par le biais d'individus de la société, de partis politiques, les médias français aussi qui véhiculent un discours qui est pas très... qui est parfois douteux, qui est partisan, qui pose quand même problème, et puis y compris des responsables politiques français qui ne se privent pas non plus de tenir parfois des propos complètement déplacés. Voilà, donc on peut presque parler d'un racisme institutionnalisé en fait. Et donc ça, c'est une situation qui est très difficile à vivre. D'accord. Ben, écoutez, justement, on va aller à Paris, où notre collègue Afef Belhouchet, que vous connaissez, voilà, que vous connaissez, que l'on salue d'ailleurs ce soir, à qui on souhaite un très bon ramadan. Afef Belhouchet donc, a fait un reportage, notamment autour de Ramadan à Paris. Et Jamila commence à recevoir les premiers clients. D'ordinaire, cette jeune manager d'un site internet organise des événements type networking dans la région d'Île-de-France. Mais depuis quelques années, elle propose une formule spéciale Ramadan. Chaque année, je travaille avec un restaurant et je propose ma soirée qui s'appelle les Belles Nuits du Ramadan. Et en fait, je privatise le lieu pour mon public qui vient pour la rupture du jeûne. Moi, à la base, j'organise des événements et je le fais dans plusieurs lieux. Mais pour le Ramadan, je privilégie toujours un restaurant avec une belle, avec une belle carte et surtout un très beau lieu qui puisse prendre ce public. Et ça marche. Ce soir, le restaurant affiche complet. Plus de 80 personnes ont réservé sur Internet ou par téléphone pour cette rupture collective du jeûne. Une clientèle mixte, plutôt cadre sup et la trentaine en moyenne d'âge. C'est simplement la joie du Ramadan. En fait, je suis seul en France et c'est une occasion de se retrouver ensemble. Donc passer le Ramadan ensemble, la convivialité, et partager ce moment précieux avec des amis. Célibataires, mais aussi, phénomène nouveau, des mères de famille qui depuis quelques années rompent avec leur cuisine une fois par semaine pour se retrouver et se faire servir à leur tour. Le Ramadan, c'est un mois de partage. Et le partage, ce qui veut dire aussi on peut partager un repas avec nos amis. Il n'y a pas que la famille. On est tout le mois, on est avec la famille. Mais une fois par semaine, on peut sortir, partager une shorba. Même avec nos amis les Français, ils viennent partager avec nous un iftar. Et c'est un plaisir. Et parmi ces Français, des convertis qui trouvent dans cette formule un substitut à une ambiance qui manque dans leur milieu familial. Moi, en plus, étant d'origine française, j'ai pas la famille pour le faire. Donc du coup, j'ai la famille amicale qui remplace. Et donc c'est un plaisir de pouvoir manger avec eux et de partager le ftour et d'être un peu dans cette ambiance chaleureuse qu'est le Ramadan. Mais quelles que soient les motivations ou origines des uns et des autres, tous plébiscitent le même plat algérien. Un dîner donc bien de chez nous, dans une ambiance bien de chez nous également, rehaussée par l'excellente interprétation de Yahya Bouchala du répertoire Chabi, lui qui, à l'occasion de la fête de l'indépendance, nous a gratifié de l'une des plus belles compositions de Mahmoubati, sortie en 62, Chabouna Yanes.
de Touachecht Bladi, une superbe ambiance en tous les cas. On discute, on échange et c'est très bien. Alors, on regardait le reportage de notre cher ami Afaf Belhouchet autour de Ramadan à Paris. Vous disiez justement cette année, Ramadan a été vraiment très particulier en France. Il y a eu le foot. Ben oui. Hein, l'Algérie qui a quand même participé à cette Coupe du Monde d'une façon extraordinaire. On est très fiers des Verts. Et on espère que Vaïd reste. Voilà, je suis partisane. Moi aussi, il y a une pétition qu'on a signée. Voilà, que Vaïd puisse rester notre cher entraîneur. Nous aimons, il a pleuré, il était très ému, il y avait beaucoup d'émotions. Et puis une équipe digne, vraiment digne. Et puis on a vu la présence des Algériens en France, qui était donc extraordinaire. J'étais très fière. Très fière soudainement, parce que justement, pour rejoindre un petit peu ce que nous disait notre ami Keltoum, eh bien... oui, depuis un certain temps, c'est vrai qu'il y a des petites phrases assassines hein, de certains politiciens, notamment pain au chocolat et Karcher, enfin, et on y va, voilà. Donc ça déversait tout et n'importe quoi en matière de venin. Donc les jeunes étaient dans la rébellion parce qu'ils d'abord, ils ne supportaient pas de recevoir en retour de leur... normalité, je dirais, parce qu'ils n'ont pas plus à prouver que d'autres qui sont bons citoyens français. Et donc, voilà. Et là, alors, donc le repli de tout à l'heure, le repli, voilà, puisque vous nous fustigez d'étrangers, etc., ok, eh ben, on va le montrer. Donc les drapeaux, ça sort. Ah les oui, drapeaux algériens, on les a dans les poches. Voilà. Et puis là, soudainement, Lila, eh bien, avec cet engouement, ces Verts, ces Fennecs, qui ont fait la plus belle prestation. Alors ça, c'est pas chauvin, mais c'est tout le monde qui le dit. Et vraiment, c'était la plus belle prestation, le plus beau match contre l'Allemagne. Même si on n'a pas gagné, c'est pas grave. Mais la plus belle prestation Mais ils étaient fatigués, en tout cas. On les a fatigués. Ils étaient épuisés, c'est très bien. Ils ont bien tenu quand même. Absolument. La fatigue, tout à fait. Ils se sont battus jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait un beau match. Et donc ces jeunes... Alors, comment? Eh bien, avec cet engouement, les Verts leur ont donné cette fierté qu'ils attendaient depuis longtemps. Dont ils ont besoin. Voilà. Eh bien, ça les a transportés. Et quand j'entendais dans les différents médias parler de casse, etc., je me disais, c'est juste pas possible. Moi, je montais au créneau, même dans mes émissions, je disais, mais c'est complètement aberrant d'entendre des propos qui ne sont pas vraiment justifiés. Je me rendais sur l'avenue des Champs-Élysées. Sur les, je ne sais combien, centaines de personnes. L'avenue des Champs-Élysées était noyée de drapeaux algériens. C'est clair. Alors, donc, il y avait un peu partout. Les jeunes étaient là, dans l'euphorie, des personnes de tout âge. C'était magnifique, c'était beau à voir. Il y avait même des badauds étrangers, des touristes, eh bien, qui étaient là, qui disaient « One, two, three, viva l'Algérie !» Ils étaient transportés. Voilà, c'était juste magnifique. Et quand ça parle de casse, etc., oui, je me permets de te tutoyer. Oui. Voilà, oui, tu as raison, Keltoum. Oui, alors, donc, je ne sais pas d'où c'est venu, parce que la veille, il y a un espèce de groupe extrémiste de droite qui a dit, si demain les Algériens sortent avec leur drapeau, il y aura de la casse. Maintenant, on les a entendus, d'accord? Et le lendemain, il y a eu quelques casses. C'est très facile de prendre un drapeau, n'importe lequel, et de dire one, two, three, tout ce qu'on veut, et se revendiquer en tant qu'Algérien. Il n'y a rien de plus simple, d'accord? Donc, moi, jamais le doute. Oui, mais en tout cas, la joie a été totale. Et quand on voit les Algériens des 4 coins du monde, au Canada, aux États-Unis, la France, bon, c'était clair que Marseille, Paris, à l'heure algérienne, et ici aussi, bien sûr, on a tous fait la fête. Donc, et vous, comment vous avez vécu Keltoum? Alors, je voulais dire, n'oubliez pas que Marseille est considérée comme la 49e wilaya, quand même, c'est important de le préciser. Hein. Donc, effectivement, le drapeau algérien a toute sa place. Et c'est un drapeau qui montre l'attachement énorme de la communauté algérienne. La diaspora algérienne en France, elle est très attachée à l'Algérie. Ça, quelles que soient les générations, c'est quelque chose qui est toujours très présent. Et curieusement, ce drapeau algérien, en France, il ne passe pas. C'est-à-dire que voilà, plus de 50 ans après l'indépendance, on constate que il y a une mairie, la ville de Nice, par exemple, où le maire a interdit de sortir le drapeau
Alors lui, il parle de drapeau étranger, mais tout le monde sait très bien que c'est le drapeau algérien qui est visé. Et ce drapeau algérien, vraiment, il pose problème. Il pose problème. En France. On peut se promener avec n'importe quel drapeau, enfin le drapeau des États-Unis, l'Angleterre, tout le monde là, en t-shirt, en sac, ça n'a jamais posé le moindre problème. Par contre, le drapeau algérien... Mais en tout cas, il est bien présent. Il s'impose, justement. Il s'impose. Il est partout. Alors, Keltoum, vous avez envie de venir en Algérie, de vous installer. Vous avez envie de faire quoi? D'abord, je sais que vous prenez des cours de langue arabe. Oui, actuellement, je participe à une session d'arabe intensive au centre diocésain de Chemin-des-Glycines. Oui. En fait, c'était depuis des années, je souhaitais améliorer mon arabe parce que j'ai quelques bases quand même, mais j'avais envie d'avoir un meilleur niveau pour me permettre de lire un petit peu la presse en arabe et de mieux maîtriser cette langue qui est la mienne. Quant à ce qui est de mon installation en Algérie, c'est un projet effectivement que j'ai depuis longtemps, mais que je ne peux pas pour l'instant réaliser pour des raisons familiales essentiellement. Oui. Mais que j'espère bien réaliser dans quelques années. Voilà, donc j'y travaille, j'y réfléchis. Très bien. Alors, vous voulez un thé? Volontiers. Très bien. Alors, on va appeler notre ami Nazim. Nazim, pour nous servir un bon thé traditionnel, un thé à la menthe, comme nous l'aimons justement, fait avec... alors même, je sais que le thé, même ailleurs, est très très prisé, le thé traditionnel algérien, maghrébin, on va dire, parce que c'est aussi une boisson que l'on retrouve un peu à travers le Maghreb. Et puis, nous avons cette boisson aussi qui est sherbet, une citronnade traditionnelle, très 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 prisée aussi, j'allais dire, notamment dans l'Algérois, où on prend ça pendant... Merci, cher Nazim. C'est un plaisir de vous retrouver tous les dimanches soirs. Voilà, parmi nous. Il fait partie de la grande famille de Touhacht Bledi, spécial Ramadan. Voilà. Et c'est vous qui l'avez préparé? Voilà. C'est notre ami Nazim qui nous prépare ce bon thé. La citronnade aussi est excellente. Et on remercie M. Lamri, le directeur général de l'hôtel Horaci, M. Sahraoui également, pour leur grande hospitalité pour notre émission Touhacht Bledi ici à Canal Algérie. Donc, vous disiez que vous avez envie d'apprendre l'arabe. Et comment réagissent vos parents, le fait d'avoir envie de venir en Algérie? Ils se sont un peu habitués, il faut dire quand même, parce que quand j'avais pris la décision, j'étais quand même jeune encore, ils étaient ravis à ce moment-là, ils étaient très contents que je puisse réaliser à leur place ce rêve qu'ils avaient depuis longtemps et qu'ils n'ont pas pu réaliser. Donc c'est quelque chose qui est très bien perçu, même si ça surprend, parce que c'est vrai que c'est... Alors, est-ce que quelque part, c'est les élèves que vous avez eus au collège qui vous ont interpellé un peu par rapport à l'identité, par rapport à ce souci de l'intégration? Disons que ça se rajoute, à un questionnement. Oui, bien sûr. En fait, j'ai l'impression, moi, que toute ma vie passée en France, j'ai été confrontée à ça, à ce questionnement, la construction identitaire, c'est un passage obligé par lequel on passe tous. Chacun le fait avec plus ou moins de bonheur. Mais si vous voulez, ce qui est surprenant, c'est que ces générations-là, qui sont mes élèves aujourd'hui, sont censés être français, ce que nous n'étions pas. Moi, je n'étais pas française, donc j'avais notre rapport avec la France. Mais ces enfants qui sont normalement des citoyens français ne se considèrent pas et ne sont pas considérés comme des Français, et du coup ne se considèrent pas comme français, d'où le repli identitaire dont on parlait tout à l'heure et les difficultés que ça peut poser. Cela veut dire que exactement. Oui. N'est-ce pas? C'est ça, exactement ça. Alors nous allons passer à notre reportage, Cette fois-ci, nous allons à Constantine. Découvrir aussi les traditions et coutumes, un ftour, donc traditionnel, sujet de Hajar Matougui, que l'on vous propose, donc Ramadan, dans une famille constantinoise. Nous sommes chez la famille Megri Aziz, de l'ancien joueur du Mouloudia de Constantine, qui nous a invités à partager le ftour de Ramadan, ce qui va nous permettre de découvrir les traditions culinaires constantinoises.
Donc, Shbah Safara, c'est un plat typiquement constantinois. نخدمو à base d'amandes moulues, نديرو اللوز, نحطو كيلو اللوز, كيلو السكر, نديرو une pâte assez ferme, نديرو en façon, نديرو des c'est-à-dire des modèles, نديروها في la friture, on trempe avec c'est-à-dire الوحيد تاع شبح صافي نديروهم على طرمب في لو بلان دوف, نقليوهم مره, نخليهم يريبوزي, وزيدو نقليوهم دوزيام فوا, ونحطوها في الكسكاس تقطر, ونخليوها وفخي لو طون دو. من بعد نطيبوا اللحم, سادير الفراش تاعها, نجيبوا اللحم تاع دو بريفيرونس, اللحم تاع الغلمي, نديروها في بصل, فلفل كحل, ملح, نمرقوا بيان سور. كي طيب اللحم تاعنا نديروا العقده بالسكر. من بعد صلاة التراويح نجيبوا سينة القهوة, سينة التاي كما راكم تلاحظوا هنا. احنا هنا في قسنطينة الحلاوة اللي الرئيسية عندنا هو مقرود, سواء مقرود الكوشة سواء مقرود المقلاة. اون بلوس كاينين اللي ضروريين تاع رمضان سبيسيال, دقلة, مقركشات, معجون تاني نطيبوه بور لا سيركونستانس, ونديرو التاي كما راكم تلاحظوا بو حلوة الحلقوم, حلوة الترك والمكسرات. كي نخلصوا الفطور نخليهم هما يلموا الدنيا, انا نخرج نروح نصلي التراويح. مع كي نخلص التراويح نقعد شويه مع الجماعه, ان كار دور 20 مينوت, وندخل للدار نحطو صينيه تاع القهوه التاي, ونسهروا مع التلفزيون, سيرتو درك ولات لا كوب دو موند, كاين لي ماتش في الليل. كوم انا شوي فان دو فوتبول, نتمناو النجاح ليكيب ناسيونال, فرحونا, ورمضان كريم لجميع الجزائريين. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. Donc de retour avec nous dans notre émission Touahesh Tebladi, avec bien sûr ce beau reportage où on a découvert des traditions et coutumes de Constantine, et on remercie notamment notre collègue Hajar Matougui de Constantine. Et puis vous savez que cette soirée, c'est de belles soirées avec des fleurs, des senteurs comme nous les aimons, et en Algérie, dans nos assiettes et nos tables sont toujours accompagnés de parfums. Nous avons toujours ou des roses, ou meskellil, ou l'yasmine, ou alors une rose, la rose aussi, comme Blida aussi c'est la ville des roses. Et notre table est superbement bien garnie avec des fleurs, une belle snewa, la snewa traditionnelle. Pour vous qu'elle tombe, en Algérie, il faut que la femme, à travers sa snewa, on connaît qui elle est, d'où elle vient, son identité, son éducation. C'est à travers sa façon de présenter son plateau. C'est très féminin. Voilà, c'est très féminin, puis c'est codé aussi, un symbole de code et beaucoup de sensualité dans tout ce que nous faisons, en tous les cas. Voilà, les gâteaux traditionnels du mois de Ramadan, bien sûr, tout ce qui est à base de miel, takel qtaïf, samsa, d'autres gâteaux aux amandes, bien sûr, mais c'est vraiment surtout qtaïf, samsa, qalbellouz, que l'on offre aussi à nos amis téléspectateurs. Nous savons que vous êtes tous très friands des gâteaux au miel, et surtout nos bons gâteaux en Algérie. Parce que je trouve que les gâteaux qu'on fait ailleurs, très souvent, c'est très... il y a beaucoup de changements, donc on a l'impression que c'est plus le gâteau authentique. Voilà, pour manger un bon gâteau, il faut venir en Algérie. Un bon gâteau traditionnel, il faut venir en Algérie, parce que c'est vraiment des anciennes et bonnes vieilles recettes. Ou alors chez nos mamans. Chez vos mamans. Voilà. Ah oui. Ma mère, Ah oui. Et vous êtes où, votre à maman? Paris. Oui, Paris, dans quel quartier? Alors, Paris, dans le 11e arrondissement. Oui. Voilà, et dans le 4e aussi. Très bien, très bien. Ben, j'espère qu'elle nous suit ce oui, soir. oui.
Voilà. Voilà, très bien. Mais pas seulement ce soir, Linda. Oui. Mais elle vous suit tous les dimanches. Hein, mais toujours. Ça nous fait. Elle s'appelle comment votre maman? Et si jamais je suis à l'extérieur, Horia. Horia. Ben, on l'embrasse très fort. Hein, et elle a un beau prénom, toutes les Horia du monde, au lendemain du 5 juillet. Hein, la journée, oui. Donc hier c'était le 5 juillet, on a passé une très belle soirée au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à l'occasion du 52e anniversaire de l'indépendance, en présence de la ministre de la Culture, Madame Nadia Labidi, et puis notre cher Amine Kouider qui nous a donné donc présenté un concert magnifique avec l'hymne national, de la poésie, un hommage à tous les artistes algériens, artistes peintres, il y avait de la danse, tout était vraiment au rendez-vous. C'était un très beau moment que nous avons vécu. Alors, justement, après ce rendez-vous que nous avons eu hier au Palais de la Culture, et puis nous aurons, Inch'Allah, d'autres rendez-vous culturels, même tout au long de ce mois de Ramadan, avec nos invités ici présents. Et alors, comment que ça se passe pour vous, notamment Vanessa, votre vie? Vous venez pas souvent en Algérie? Je viens de plus en plus. Ah, ben voilà. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est l'âge qui interpelle? Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est l'âge? Parce que quand on a 20 ans. Est-ce que quand on a 20 ans, 25 ans, on est en plein, vraiment, c'est le. Je pense que c'est les époques. C'est les choses qui changent, qui bougent, les événements, etc. C'est vrai que l'Algérie, actuellement, est un pays qui bouge énormément, qui se modernise. Il y a une ouverture exceptionnelle, c'est vrai, parce que depuis la dernière décennie, à nos jours, on a l'impression que c'est presque plus le même pays, quoi. Hein, voilà, on a véritablement beaucoup avancé. Et donc, on a envie de venir, on est fiers de notre pays, voilà. Et puis, depuis les élections, c'est vrai que là, on voit bien que certes, beaucoup de promesses ont été tenues. Je ne dis pas ça, voilà, je le dis vraiment parce que je le pense. Oui, et parce que vous suivez aussi, vous suivez, voilà, c'est ça. J'ai un œil critique. Hein. Et que là, c'est vrai que Abdelaziz Bouteflika est un président qui a tenu parole. Moi, personnellement, je l'ai soutenu. Voilà, c'est votre choix. J'avais confiance. Voilà. Non, mais ça avance. Je ne sais pas ce que pense notre ami Keltoum, mais je vois une Algérie moderne qui émerge comme ça. Enfin. Moi, je vois une Algérie qui évolue, qui progresse, qui est traversée aussi par des choses contradictoires parfois. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout la vitalité de la jeunesse de ce pays qui veut entreprendre, qui rêve d'un avenir à sa mesure. Et voilà, donc je vois autour de moi beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'envie d'entreprendre et d'avancer. Donc ça me donne beaucoup d'espoir. Parfait. Alors, nous allons passer maintenant on va aller au sud. Vous connaissez Béchar ou pas? Oui. Et vous, Keltoum? Béchar, non, pas vraiment. Béchar, c'est une très belle oasis. Donc voilà la capitale de la Saoura aussi. Et notre collègue Nesrine Ben Saïdi Mehdi s'est déplacée à Béchar pour nous faire un peu découvrir l'ambiance du sud algérien. Mais avant cela, avant de retrouver Nesrine Ben Saïdi, on va passer au sketch, parce que vous savez que dans cette émission, il y a toujours un clin d'œil, nostalgie à ces anciens sketchs que l'on vous propose à chaque fois, qui s'intitule Sa'af Ahmed. Et on se retrouve juste après avec nos invités.